Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Isabelle Lévy, directrice générale de Métropole Gestion et Ingrid Travinski, directrice générale déléguée de Métropole Gestion également. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pour parler de deux fonds, Métropole Sélection et Métropole Euro et Série. Mais avant, j'ai envie d'entendre quelques mots sur Métropole Gestion, société de gestion du groupe Odo BHF dédiée à la gestion dite value responsable, Isabelle. Alors Métropole Gestion, c'est une société dont je suis l'un des fondateurs, que j'ai créée en 2002 et qui est rentrée dans le giron d'Odo BHF au mois de décembre dernier, donc c'est tout à fait récent. C'est une société de gestion qui est spécialisée dans la gestion en actions européennes, dans un style dit value, et value responsable, donc avec des critères ESG qui sont intégrés depuis 2008 dans la gestion de l'ensemble des fonds. On gère aujourd'hui 1,5 milliard d'actifs, aussi bien sur une clientèle française que sur une clientèle internationale, principalement institutionnelle, mais aussi pour des banques privées ou pour des conseillers en gestion de patrimoine. Bon, Isabelle, on a peut-être fait lever quelques sourcils avant d'entrer dans le vif du sujet en parlant de gestion value responsable. J'ai envie de commencer par une question toute simple. J'ai deux expertes en face de moi. Qu'est-ce que c'est une gestion value ? Alors la gestion value, c'est vrai qu'elle n'est plus du tout à la mode depuis, on va dire, principalement 5 ans, mais je dirais qu'après la crise financière, on a commencé à voir vraiment la gestion value être moins intéressante aux yeux des investisseurs. La gestion value, c'est une gestion de style, c'est une psychologie de gérant, c'est-à-dire que les gérants value vont aller rechercher des valeurs dites décotées, décotées par rapport à ce qu'on estime être une valeur industrielle à travers un cycle complet boursier ou plutôt économique. On pense en fait, comme dans la fusion-acquisition, que les sociétés ont un prix dans le long terme et la bourse, elle, va exagérer à la hausse ou à la baisse régulièrement et que donc par moment, on va aller acheter, trouver des décotes. Alors souvent, les décotes, elles ont une raison. C'est soit un secteur qui est plus du tout à la mode, quand on a un intérêt particulier sur les valeurs technologiques, on ne parle plus que de ça parce qu'il y a une révolution technologique, tout à fait, de manière tout à fait justifiée. On ne va pas s'intéresser à d'autres valeurs qui ne sont pas dans ce secteur-là. Mais ça peut être aussi des sociétés qui, à un moment donné, ont une rupture dans leur rythme de rentabilité ou une rupture dans leur croissance pour une raison X ou Y. Le gérant value, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ces sociétés et il va se dire, au fond, est-ce qu'elles sont capables de régler ce problème-là ou de retrouver l'intérêt des investisseurs à un moment donné. Et si c'est le cas et qu'elles ont un bilan sain, le gérant value va avoir tendance à regarder, en tout cas nous, en tant que gérant value, on va avoir tendance à regarder plutôt ces sociétés, plutôt que d'aller dans le momentum, dans le flux, dans la mode parfois. Bon, allez, c'est beaucoup plus clair. Et vous l'avez dit, on sort d'une période où c'est la gestion growth, la gestion qui va privilégier les valeurs de croissance, justement, qui a eu le vent en poupe ces dernières années. Est-ce que, justement, selon vous, ce vent, il ne serait pas en train de tourner ? Alors, le vent est probablement en train de tourner parce que la gestion croissance, c'est une gestion dans laquelle on estime justement la croissance future des bénéfices des sociétés. Et donc, pour estimer cette croissance future et l'actualiser aujourd'hui, c'est-à-dire lui donner une valeur aujourd'hui, il faut faire une actualisation à aujourd'hui des flux futurs. Et pour ça, il faut utiliser un taux d'actualisation avec des taux qui ont été extrêmement en baisse. Et donc effectivement, on a eu cet effet, les modèles utilisés pour les sociétés qui sont généralement dans les portefeuilles des gérants croissance, donc ces taux d'actualisation qui ont été révisés sans arrêt à la baisse, et donc ça a inflaté de façon un peu mécanique la valeur de ces actifs. Donc c'est vrai que le mouvement de baisse de taux, il a clairement bénéficié à la gestion croissance, mais pas uniquement, à d'autres actifs aussi. Et c'est en ce sens-là qu'on peut penser que la gestion croissance, comme d'autres, ce sont des proxys obligataires. Puisqu'on a cette projection. Là, oui. Alors, proxy obligataire, ça veut dire qu'on va valoriser justement avec ces flux. Donc, on projette des flux, on estime des flux, une croissance, et puis on prend un taux d'actualisation. C'est une façon de valoriser les sociétés. Donc là, on est très, très dépendant des perspectives de croissance que vous allez mettre dans vos hypothèses de valorisation. Et puis surtout aussi, de quel taux vous allez retenir pour dire la valeur présente de cette société. Et en fait, en retenant à chaque fois un taux de plus en plus bas, comme on divise par quelque chose de toujours plus bas, mécaniquement, on inflate la valeur de ces actifs. C'est en ce sens-là où on dit c'est un proxy obligataire parce que c'est sensible à l'évolution des taux d'intérêt à long terme.
En revanche, justement, la gestion value, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, notre travail, comme Isabelle l'a dit, ce n'est pas de faire des projections de croissance, ce n'est pas de valoriser les sociétés à partir de ces modèles-là. Au contraire, on est vraiment dans l'instant, dans l'instantané. Et en ce sens, la gestion value devrait, selon nous, dans un mouvement de hausse des taux d'intérêt, être un peu mieux prémunie justement de cette remontée des taux à long terme. Donc en ce sens, la gestion value, c'est un peu une gestion à duration courte, si on peut dire. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu une sous-performance très marquée de la gestion value, donc sous l'effet de cette baisse des taux. Et donc toute la question aujourd'hui est de savoir si... L'heure de la revanche. L'heure de la revanche. Donc effectivement, c'est la grande question que se pose tout le monde. Et nous, en fait, ce que l'on pense, selon nous, c'est qu'on a vraiment un changement de régime majeur qui est en train de se mettre en place et qui va au-delà justement d'un effet un peu de court terme. Alors ce changement de régime, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros le retour de l'inflation. C'est quelque chose que les marchés redécouvrent depuis plusieurs mois. Et pas que les marchés d'ailleurs. Pas que les marchés, les banques centrales également. Et les utilisateurs de voitures, et nous tous. Et c'est vrai qu'au départ, ça a été provoqué un peu par cette crise sanitaire, en tout cas de façon un peu violente. Et les banques centrales, comme beaucoup, ont jugé que c'était transitoire et qu'à partir du moment où les chaînes de production allaient retrouver une normalité dans leur fonctionnement, on allait petit à petit revoir cette inflation refluer. Selon nous, c'est un peu plus marqué que ça. En fait, la crise actuelle même et la crise en cours en Ukraine exacerbe un petit peu ce mouvement et le rappelle de façon violente. Mais en réalité, ce sont des mouvements longs qui sont en train de se renverser. Typiquement, la mondialisation, la démographie, à notre sens, ce sont des tendances lourdes qui ont pesé sur l'inflation et qui seraient en train de se retourner. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une certaine forme de normalisation au niveau de l'inflation et donc une normalisation à venir sur les taux d'intérêt. Et ça, évidemment, pour des gestions comme la nôtre, c'est plutôt un environnement qui est favorable. On les oppose souvent, les deux styles de gestion, justement, value et growth, et j'imagine justement que certains des gens qui nous regardent ont pas mal de ce style de gestion growth. Est-ce qu'il faut les opposer ou est-ce que c'est plutôt complémentaire ? Écoutez, vous parliez de revanche des gérants value tout à l'heure. Moi, je n'utiliserai pas ce mot, je suis désolée. Voilà. Il n'y a pas de revanche en réalité. Ce sont deux styles totalement complémentaires. J'ai envie de dire, ce sont deux regards sur l'investissement et sur les entreprises qui sont différents à un moment donné de leur vie et de leur valorisation. Donc, ce sont deux styles absolument complémentaires. Ça l'a toujours été. Le style de gestion value comme le style de gestion croissance sont apparus aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc, en réalité, elles ont toujours été utilisées toutes les deux de manière complémentaire. Ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est surtout qu'il y a eu de tels influx d'investissement dans la gestion croissance au cours de ces dernières années, c'est que les investisseurs sont investis plus du tout en gestion value et essentiellement en gestion croissance. Aujourd'hui, avec ce changement de donne qu'on voit avec l'inflation, disons qu'aujourd'hui, refaire un peu de gestion value, même si c'est plus à la mode, même si certains investisseurs qui sont jeunes n'ont plus entendu parler de la gestion value depuis fort longtemps, ou même peut-être très peu, c'est intéressant de voir ça justement comme une gestion non seulement complémentaire, mais une diversification de portefeuille aujourd'hui. Et c'est ça qui est important de regarder. Il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. C'est vraiment un regard sur le monde qui est différent et sur le monde de l'investissement qui est différent et très complémentaire. Bon, l'un avec l'autre, pas l'un contre l'autre. Absolument. On est désormais très au fait de la gestion value et chez Métropole, vous la conjuguez avec cette notion fondamentale de responsabilité. Là aussi, comment vous faites ? Alors c'est vrai que souvent, ce sont deux notions, le value et le ESG, qui vont être opposées. Peut-être dans l'idée de certains investisseurs. Un peu un préjugé peut-être. Un peu un préjugé, qui est de dire la gestion value va s'intéresser à des sociétés de mauvaise qualité, y compris d'un point de vue ESG. Donc ça peut être parce qu'il y a souvent une association du value avec certains secteurs, le pétrole par exemple, ou effectivement les matières premières, ou simplement l'idée qu'une société, si elle est décotée, c'est que c'est une société de mauvaise qualité. Nous, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis 2008. On a travaillé sur le développement d'un modèle propriétaire qui est de noter justement les sociétés, quel que soit leur secteur d'activité, d'un point de vue ESG. Et effectivement, notre approche, c'est plutôt celle d'une approche best in class, best effort, dans vraiment une politique, enfin en tout cas une philosophie qui nous est propre et qui est de dire on veut dialoguer et on veut s'engager avec ces sociétés, y compris avec des sociétés qui parfois sont perçues justement d'un point de vue énergétique comme étant des mauvaises sociétés. Juste une grille best in class, best effort, ça veut dire qu'au sein d'un secteur, vous allez prendre les acteurs
les mieux-disants ou ceux qui sont les plus actifs pour justement engager ce changement. Exactement. Ouais. On va regarder, on ne va pas juger une société dans un univers global, tout secteur confondu, mais on va chercher à la juger, entre guillemets, par rapport à ses pairs, c'est-à-dire par rapport à son secteur d'activité. Et donc ça permet justement de ne pas exclure certains secteurs qui, malgré tout, aujourd'hui, sont très importants pour nos économies. L'actualité, une fois de plus, le rappelle, on est très dépendant, notamment des valeurs pétrolières. Et donc, c'est important pour nous, d'un point de vue en tant qu'actionnaire, de faire en sorte que on réduise cette dépendance et que donc on réduise l'empreinte carbone de ces industries. C'est-à-dire à la fois de conjuguer des efforts sur nous, consommateurs, sur les politiques publiques, mais aussi vis-à-vis de ces groupes pétroliers. Et donc, ça veut dire les encourager à, justement, proposer des investissements qui permettent de réaliser cette transition énergétique et de réduire leurs émissions de CO2 en les obligeant à fixer ces objectifs et puis surtout à dire comment est-ce qu'elles vont les atteindre. Et ça, c'est de notre point de vue quelque chose qui n'est pas antinomique de détenir des valeurs pétrolières et de promouvoir une approche ESG parce que justement, on les pousse à investir de façon plus durable et à changer leur métier initial pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Bon, c'est très clair. On a maintenant en tête complètement votre philosophie d'investissement. Mesdames, il faut parler de ces deux fonds, Métropole Sélection et Métropole Euro et Série. Quelles sont leurs principales différences ? Alors, Métropole Sélection, c'est un fonds qui a été créé en 2002. Donc déjà, c'est un fonds qui a une performance de long terme. Métropole Euro SRI a été créé en 2008. Ce sont deux fonds qui pratiquent exactement la même philosophie telle qu'on l'a décrite précédemment. Métropole Sélection, tous les deux sont des fonds extrêmement concentrés. Donc on est plutôt entre 35 et 40 valeurs à peu près pour les deux fonds. Chaque valeur, c'est pleinement investi. Chaque valeur est pondérée, elle, à peu près entre 1% et 5% dans le portefeuille, pure stock picking. Ce qui va différencier les deux fonds, je dirais que c'est principalement les zones géographiques. Métropole Sélection ne peut pas rentrer dans le PEA puisque c'est investi dans des sociétés de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse, et en ce sens ne peut pas rentrer dans le cadre d'un PEA. Il a, dans la nouvelle réglementation SFDR européenne, en particulier qui concerne les risques de durabilité principalement, il est classifié 8 et il possède le label français de l'ISR. Absolument. Métropole Euro SRI, lui, c'est un fonds grande capitalisation boursière sur la zone euro avec un investissement minimum en zone euro de 75%. Mais par contre, donc, par le fait qu'il soit en zone euro, il peut intégrer le PEA, SFDR 8, exactement de la même manière que Métropole Sélection, et de même a obtenu le label ISR français. C'est vraiment une même philosophie de gestion appliquée en termes deux univers de zones géographiques un petit peu différents et de taille de capitalisation, puisque Métropole Euro SRI, c'est plutôt des grandes capitalisations. Dans Métropole Sélection, c'est un fonds globalement grande capitalisation, mais dans lequel on peut rentrer des plus petites capitalisations. Bon, Ingrid, le mot a été lâché par Isabelle, stock picking, et là c'est pareil, je m'explique de quoi on parle. Stock picking, c'est quoi? Ça veut dire qu'au sein de ce fonds, c'est du choix entreprise par entreprise, sans privilégier un secteur ou une zone géographique? Exactement. Notre travail, c'est vraiment d'aller choisir ces valeurs donc, des côtés au sein d'un univers, et puis surtout qui vont satisfaire des critères ESG minimum, et qui vont aussi, on va partir d'un univers, et on va exclure toutes les sociétés qui font partie de nos petites exclusions, qui ne satisfont pas les critères minimums, et on va être donc à la recherche de ces valeurs des côtés, peu importe le secteur dont on parle. Donc c'est vrai que la construction de notre portefeuille, ce qu'on en voit, ce qu'on va constater comme répartition géographique ou sectorielle, ça va être clairement issu de nos choix de valeurs. Et donc, on ne va jamais chercher à, si on voit qu'on est absent, par exemple, d'un secteur dont le poids est très important dans un indice, ça ne nous empêche pas de dormir, mais on va être vigilant. C'est-à-dire qu'on ne va pas réduire, on ne va pas se forcer à réduire un écart. En revanche, on va être beaucoup plus vigilant, c'est-à-dire que concrètement, tous les jours, on va regarder ce secteur, on va screener, on va s'assurer, et ça c'est vraiment une approche un peu de contrôle de risque,
qu'on n'a rien loupé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'erreur dans notre analyse qui est l'absence de décote sur le secteur ou sur un pays. Donc c'est vraiment la façon dont on fonctionne. Forcément, Ingrid, quand vous m'expliquez tout ça, j'ai envie d'avoir un exemple d'une de ces valeurs que vous recherchez, que vous scrutez. Alors, les valeurs, en fait, on peut vous donner un exemple assez emblématique, qui est une société comme Pearson. Et on aime bien cet exemple parce qu'on en trouve aussi beaucoup dans le marché aujourd'hui, qui est cette forme d'opposition qu'il y a entre les valeurs, alors je vais reprendre des termes qui viennent des années 2000. Non, très simple, mais vraiment d'une autre époque où on a connu effectivement ce genre d'opposition. Dans les années 2000, on opposait les sociétés de la nouvelle économie et de l'ancienne économie. Pearson, aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça, on appelle les sociétés qui disruptent, donc les modèles. Ou les disrupter. Ou les disrupter, exactement. Et donc Pearson rentrerait plutôt dans la case disrupter. En gros, on devient ringard. On devient ringard, exactement. En tout cas, c'est le marché, c'est la façon dont il nous perçoit. Le marché juge que la société est incapable de s'adapter aux changements technologiques, digitaux, et qu'elle ne peut pas s'y adapter. Donc concrètement, ça se traduit par une décote, et c'est le cas de Pearson. Donc nous, toute notre question sur ce genre de société, ça ne va pas être de nier les évolutions technologiques ou digitales auxquelles la société est confrontée, mais clairement de se demander si la société est capable de s'y adapter en déployant une nouvelle stratégie, et quel impact ça aura ou pas sur son niveau de rentabilité. Donc ça, c'est vraiment nos questions. Et effectivement, Pearson, c'est une société anglaise qui est un des leaders dans l'éducation de langue anglaise, donc très présent aux États-Unis notamment, et très présent dans les universités américaines. Et toute l'évolution de Pearson, comme de ses concurrents, c'est de passer d'un modèle où on vend des livres aux étudiants à celui d'un modèle où, au contraire, on va vendre un service, un contenu pédagogique via des plateformes. Et donc ça demande une grande évolution technologique, donc d'investissement, et puis ça change un petit peu le mode de rémunération. Et donc, c'est une société qui, à notre sens, va plutôt vers un modèle plus favorable, parce que vous pouvez enrichir les contenus, vendre plus de services. Et ça, c'est quelque chose qui, selon nous, est assez mal apprécié par le marché. Et la semaine dernière, il y a justement un fonds d'investissement qui s'est intéressé à cette société parce que justement, elle est décotée. Et je pense que l'idée est que cette société est dans la bonne dynamique pour retrouver justement sa place de leader en termes d'éducation. Eh bien voilà à quoi ressemble une gestion value responsable et de conviction avec Métropole Gestion et ces deux fonds, Métropole Sélection et Métropole Euro et Série. Merci mesdames pour ces explications. Merci beaucoup. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.